Je m'appelle Indira Suero et je suis rédactrice en chef de Connectas. C'est un plaisir de vous présenter les panélistes qui nous accompagneront dans les dialogues d'aujourd'hui. Emmanuela Dujon, présidente du laboratoire d'idées Policité. Bonsoir, Emmanuela. Nous avons aussi Katie Julien, directeur exécutif de l'Institut mobile d'éducation démocratique, une organisation qui promeut les valeurs démocratiques en Haïti à travers l'éducation. Bonsoir, Katie. Bonsoir. Et aussi, nous avons Robertson Edouard. Il est docteur en sociologie et chercheur sur les questions liées aux inégalités et à la pauvreté, et aux politiques publiques et à la violence. Bonsoir, Robertson. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à toi. Je vous laisse avec Camila Hernandez, qui est ma collègue du comité de rédaction de Connectas et qui, pendant 7 heures, sera l'animatrice de cette conversation très précieuse. Bienvenue à nouveau dans ces dialogues Connectas et Maria Camila, tu as la parole. Merci, Indira. Tout d'abord, je souhaite vous remercier de votre participation et je vous rappelle ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Emmanuela Dujon, la présidente du laboratoire d'idées Policité. Elle est spécialiste du développement et de l'urbanisme. Kathleen Julien, directeur exécutif de l'Institut mobile d'éducation démocratique et leader social depuis plusieurs années. Et Robertson Edouard, il est docteur en sociologie. Et ces trois panélistes nous aideront à comprendre la réalité haïtienne. Merci beaucoup à tous pour être ici avec nous dans ce dialogue Connectas. Bon, en guise d'introduction, j'aimerais demander à nos panélistes, d'après vous, quelle est la raison principale pour laquelle règne une telle insécurité pour les citoyens haïtiens? Madame Dujon, vous pouvez commencer, s'il vous plaît? Merci. D'après moi, c'est la défaillance de l'État, l'instabilité politique, l'inégalité sociale, la précarité, fracture sociale, la bidonvillisation anarchique dans les métropoles. Est-ce que c'est un sujet nouveau qui fait référence à ce gouvernement ou c'est un facteur historique dans les pays? Je crois que depuis après 86, à partir de 90 plus ou moins, l'insécurité sont pleines en Haïti. Mais de plus en plus là, quand on arrive avec cette question de gang armé, là, ça augmente. Merci. Il me dit dans le chat que le son ne fonctionne pas. Et je dis toujours, c'est la défaillance de l'État. Monsieur Edouard, vous êtes d'accord avec ça? Que pensez-vous? On ne peut qu'être d'accord avec ce qu'avance Madame Julien. C'est un fait avéré, que ce soit par la recherche scientifique et dans l'opinion publique. La défaillance de l'État est décriée et elle est, à mon sens, symptomatique d'un problème de fracture sociale, ce que Madame Julien avait appelé inégalité. Il y a dans le pays de tels écarts entre les nantis et la grande majorité de la population que cet écart s'est de plus en plus transformé en une violence qui ne peut plus tenir. Et l'insécurité est d'une certaine manière l'expression de cette violence qui était exercée, qui était tolérée jusque-là et qui a dépassé un seuil auquel un grand nombre de personnes aujourd'hui, un seuil que les gens ne veulent plus tolérer. Une autre chose aussi, c'est que cette insécurité est également symptomatique d'un problème d'impunité dans le pays, qui est un autre paramètre de la défaillance de l'État avancé par Madame Julien. Quand on a un système judiciaire dans lequel personne ne croit,
que ce soit les membres de la population, que ce soit, là je parle des citoyens ordinaires, que ce soit les membres qui font partie même du système pénal, alors on va toujours se tourner vers des solutions plutôt personnelles, plutôt que de se tourner vers ce que la loi prévoit, vers les institutions régaliennes, etc. Donc, le chacun pour soi, la loi du plus fort, s'impose comme norme et c'est ce qui donne cette situation générale d'insécurité qu'on observe dans le pays. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons dire que l'inégalité et le rôle de l'État sont très importants pour expliquer la situation actuelle. Madame Douillon, je veux savoir si tu es prête. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, je t'entends. D'accord, je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma connexion. C'est avec plaisir que je participe. Bon, je ne sais pas ce que les autres intervenants ont le temps de dire pendant que je gérais le problème de connexion. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'avant tout, en dépit de tous les autres facteurs, dont les facteurs mentionnés par les autres panélistes, l'impunité reste pour moi une des véritables causes de toute cette violence. Parce qu'il n'y a aucune force de dissuasion. Pourquoi est-ce qu'on éviterait de poser certains actes quand on sait qu'on ne risque rien? Et je pense que le fait que les gens savent qu'ils ne risquent absolument rien, tout se fait facilement. Trafic d'armes, kidnapping, braquage, et ça perpétue un cercle vicieux. Bon, nous parlerons de quelques facteurs que vous avez déjà mentionnés. Mais maintenant que nous avons un aperçu de la situation, parlons du thème principal de ce dialogue, et c'est les gangs. D'après vous, pourquoi sont-ils devenus si forts ces derniers temps? Que pensez-vous, Madame Julien? C'est l'absence des infrastructures étatiques, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires, dans les bidonvilles, les services de base n'existent pas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de centre culturel. Il y a l'absence aussi des opportunités pour les jeunes, le chômage. C'est-à-dire que, bon, comme je dis, c'est l'absence presque totale des infrastructures étatiques. Nous pouvons dire que c'est aussi un manque des opportunités économiques? Oui, il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes. C'est pour ça, vous voyez que la plupart des jeunes laissent le pays, ils vont au Brésil, Chili, tout ça. Mais il n'y a pas d'opportunité. Il y a le chômage aussi, il n'y a pas de centre culturel. Ils sont laissés pour compte dans les bidonvilles, il n'y a pas de service de base. Et bon, d'après moi, c'est ça. Monsieur Edouard, quel est votre point de vue sur ça? Je suis en partie d'accord, seulement si on observe que la dimension de l'insécurité qui est liée à la criminalité, qui est liée justement à cette dimension criminelle de l'insécurité. Il y a une dimension plutôt normale de l'insécurité qui est rarement abordée. Et à mon sens, la dimension criminelle n'est que l'excroissance, n'est que la pointe de l'iceberg du problème. Au fond, il y a des ressources et toute la question, c'est la question du partage des ressources. Il y a des groupes dans le pays qui s'approprient la grande part des ressources disponibles. Les gangs participent d'une équation dans laquelle ils sont instrumentalisés, utilisés au profit de ces groupes-là pour que le partage des ressources continue d'être à leur avantage. Lorsque des gens n'ont pas la scrupule de cacher que seulement 5 familles contrôlent tout le marché de la cimenterie, tout le marché du fer dans le pays, on peut bien cibler le groupe de gangs, de bandits qui attaquent les containers qui transportent
ces produits-là d'un point à un autre, mais si on ne regarde pas qui commande ces actions-là, on fait fausse route. Et le qui commande ces actions-là, c'est les gens pour qui ces groupes-là travaillent, c'est les patrons de ces groupes-là. Et le cœur du problème de l'insécurité, à mon sens, se trouve là. Donc, un petit groupe d'individus qui font main basse sur la grande partie de l'économie du pays et qui utilisent les jeunes, dans ce cas-là, ces groupes de jeunes qui ne se font pas prier par ailleurs pour se faire instrumentaliser afin de participer à leurs basses besognes. Selon vous, qui fait partie de ce groupe privilégié de que tu parles? Je viens de le dire, il y a un certain nombre de familles qui contrôlent la grande part des richesses du pays et qui contrôlent les secteurs les plus productifs du pays. Récemment, il y a un économiste qui a parlé d'un processus de grand remplacement dans le pays où certains opérateurs essaient de prendre la place d'autres opérateurs dans des secteurs bien connus, comme par exemple le secteur de l'énergie, comme par exemple le secteur de l'électricité, comme par exemple le secteur de la construction. Donc, quand il y a un certain nombre d'acteurs, là je parle d'opérateurs économiques qui contrôlent ces secteurs-là et qui ne veulent pas que d'autres rentrent. Quand des individus arrivent à percer ces secteurs-là, c'est en utilisant les mêmes armes, c'est en utilisant les mêmes méthodes. Et ces méthodes sont des méthodes violentes et les jeunes participent de cette équation-là. On les instrumente, on les utilise, on les approvisionne en armes et on les envoie opérer ces basses besognes. Merci. Madame Douillon, êtes-vous d'accord avec ça? Bon, je pense que je partage l'avis de M. Edouard parce qu'en effet, il y a beaucoup d'intérêts politiques et beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Et si on considère l'aspect économique, Haïti est un pays assez pauvre et les gens, la classe moyenne qui devrait pouvoir consommer n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Il y a la moitié de la population qui vit avec moins de $2 par jour, qui est en situation de pauvreté. Donc, les secteurs de l'économie qui sont porteurs, les secteurs où faire affaire peut rapporter beaucoup d'argent ne sont pas nombreux. Donc, il y a certains secteurs clés qui peuvent rapporter, par exemple, les produits alimentaires, tout le monde est obligé de manger, l'argent que la diaspora envoie en Haïti, ça sert à ça. La construction, on construit quand même un endroit où se loger. Donc, il y a quand même une lutte pour maintenir ces parts de marché, pour contrôler certains secteurs. Il y a aussi une lutte pour le pouvoir, si on prend l'aspect politique. Et la meilleure façon pour certaines personnes d'y accéder, c'est à travers la violence. C'est en faisant fuir certains entrepreneurs, c'est en faisant fuir la compétition, c'est en décapitalisant la compétition, en volant les affaires, en détournant les marchandises et autres. Et parallèlement, je voudrais ajouter qu'il y a aussi la précarité, le fait qu'il y ait tant de jeunes pauvres qui n'ont pas d'alternative. Le coût d'opportunité est minime. Si le jeune n'a aucun boulot, n'a pas un environnement idéal où évoluer, donc l'attrait pour intégrer un corps de gang, c'est évident. Donc, c'est comme un gagne-pain pour certaines personnes dans des zones, dans des quartiers défavorisés. Et aussi, ce n'est pas comme si c'est un métier qui est tellement risqué dans le contexte haïtien. Ils ne sont pas emprisonnés facilement, ils ne sont pas tués facilement. C'est genre, autrefois, on parlait de la durée de vie d'un gang qui était limitée, mais en Haïti, maintenant, on voit qu'ils vivent assez longtemps et comme si les risques ne sont pas si élevés que ça. Donc, je pense que toutes ces conditions favorisent le développement et la multiplication de gangs armés à travers le territoire. Merci. Vous avez parlé de l'impunité. Après vous, quelles sont les causes réelles de l'impunité dont jouissent les criminels reconnus? Madame Julien, s'il vous plaît. Oui, je crois que c'est la corruption systémique, la complicité de certaines autorités et des oligarques du secteur des affaires. Et
la justice, c'est-à-dire que le système judiciaire n'existe presque pas en Haïti. Et c'est tout ça, je crois que ce sont les causes réelles et dont jouissent ces criminels. Monsieur Edouard, que pensez-vous de ça, de l'impunité? Bon, c'est un problème complexe. Je suis d'accord avec Mme Julien qui a un sérieux problème de corruption. D'ailleurs, qui secteur judiciaire qui concerne la société dans son ensemble. Mais à côté de cela, si on parle d'impunité, ça réfère à la loi. Et le premier problème qui se pose, c'est le problème de l'insécurité juridique dans le pays. On a des lois qui très souvent sont dictées de l'extérieur, donc qui ne reflètent pas l'état de pensée de la population et qui s'appliquent quand même à la population, puisque la loi, elle a force coercitive une fois qu'elle a été adoptée et promulguée. Donc, on a des lois qui ne sont pas appliquées parce que ça ne reflète pas l'état de pensée de la population, ça ne reflète pas leurs valeurs dans certains cas. Dans un deuxième temps, on a des acteurs du système judiciaire qui ont des conditions de travail ridicules, totalement ridicules. On sait bien que les gens sont incapables de vivre avec ce qu'on les paye. Et pourtant, dans toutes les revendications, il y a rarement question des salaires, des revenus de ce personnel-là. Tout le monde discute toujours des privilèges et des avantages, mais très peu des salaires et de l'ajustement des salaires aux conditions de vie de la population. Ensuite, pour l'insécurité juridique, toujours, on peut regarder également les conditions de protection du personnel judiciaire. Un policier qui veut bien faire son travail et qui habite dans un ghetto, comment il s'en sort? Un OPJ, un officier de police judiciaire, un juge de paix, un membre d'un parquet qui veut bien faire son travail et qui habite dans un quartier populaire, comment il s'en sort? Oui. Donc, oui. Si on ne regarde pas la question de manière générale, alors ce sera difficile d'en sortir. Deuxième chose que je mentionnerai, et je m'arrêterai là, qui explique le problème de l'impunité, c'est comment faire appliquer la loi quand la plupart du temps, les gens qui nous promulguent les lois sont réputés corrompus et quand les gens qui sont placés pour faire appliquer la loi sont réputés corrompus. Donc, comment le citoyen, lui, va accepter que la loi s'applique contre lui ou contre elle lorsque les gens qui sont censés représenter la loi sont l'expression même du non-respect de la loi? Je veux faire référence une autre fois à le sujet des gangs. Et il y a quelques questions un peu plus spécifiques de comment ces gangs fonctionnent dans les quartiers et surtout à la capitale. Alors, Madame Duyon, je veux vous demander, il semblerait que le territoire soit de plus en plus fragmenté et chaque gang ayant une zone sous son contrôle, surtout à Port-au-Prince. Peut-on parler d'une disparition progressive de l'État dans les quartiers? Oui, tout à l'heure, je l'ai bien dit, c'est l'absence totale des infrastructures étatiques qui n'existent pas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de centre culturel, il y a pour les jeunes et surtout le chômage. Je l'ai bien expliqué. Oui. Et Madame Duyon, que pensez-vous de ce problème, de cette situation? En effet, on peut dire que depuis quelque temps, et même dans le langage courant, tous les jours, on parle de zones de non-droit. Et c'est justement pour parler de ces zones où l'État n'existe pas, où l'État ne contrôle pas, où l'État ne gère pas la sécurité des gens. Et c'est tellement évident que les gangs contrôlent des parties du territoire que même si vous demandez à un jeune de 15 ans, il pourra vous faire une petite cartographie
de la situation. Par exemple, on sait qu'à Croix-des-Bouquets, c'est tel gang qui opère, Village de Dieu, c'est tel autre gang. Les simples gangs sont tellement puissants que les zones qui sont sous leur contrôle, on le sait, on le connaît et on sait qui gère quoi, qui gère quel espace. Par contre, on n'a pas l'impression que l'État a les moyens ni la volonté d'intervenir dans ces zones et les citoyens qui vivent dans ces quartiers sont à la merci de ces gangs et ils cohabitent en fait. Ils se résignent et il y a une forme de cohabitation et ces gangs prennent en main certains services que l'État devrait fournir, l'accès à l'eau potable et autres. Donc, la cohabitation se fait entre ces gangs et les habitants de ces quartiers, contrôlés. Et il y a il y a même les routes nationales qui sont sous contrôle. On ne peut pas sortir de Port-au-Prince pour aller au Cap et ne pas s'inquiéter de certains points clés sur la route, de certaines zones. Il y a vraiment des régions même qui sont contrôlées. Si je parle de Savien, par exemple, pour aller dans le sud, les routes nationales, il faut vraiment voir est-ce que ces gangs sont en train d'opérer en ce moment, est-ce que c'est safe. Et quant à la police, on la voit dans les routes parfois, mais on ne la voit pas dans ces zones contrôlées. Merci. À propos de certains quartiers, il y a une image du criminel bienveillant qui est un agent de développement. Que pensez-vous de cette image, Monsieur Edouard? Qu'est-ce que cela reflète de la société haïtienne? Merci pour cette question. J'aimerais, si vous le permettez, prendre quand même une minute pour revenir sur ce qui a été dit. Les gangs ont refaçonné la cartographie du pays, ni plus ni moins. Et ils ont redessiné la circulation des biens et des personnes dans le pays. Et il faut s'arrêter un moment pour comprendre la logique sous-jacente à cela et liée aux activités économiques, pour pouvoir voir les acteurs derrière les commandes, l'activité des gangs et la nouvelle cartographie qui a été dessinée. Mais je n'ai pas le temps de faire ce développement-là. Si vous voulez, on pourra y revenir. Sur la question qui est posée, sur le rôle d'agent communautaire, sur le rôle d'agent de développement de certains chefs de gang, il faut ramener ça à la trajectoire de ces nouveaux groupes qui découle d'une première expérience d'action collective qui était les comités de quartier, qui étaient les brigades de vigilance, qui, à l'époque, servaient les communautés. Et plusieurs gangs ont commencé à émerger dans le prolongement de ce type d'organisation qui était une forme d'autoprotection des citoyens pour leur quartier. Et au fur et à mesure que la politique va s'impliquer dans ce type d'organisation sociale et communautaire, on va les transformer en organisations populaires, on va les transformer en organisations de chimères, on va les transformer en groupes criminels, ni plus ni moins. Donc, une fois qu'un gang exerce des activités criminelles, ça c'est le côté de réprobation sociale, ils doivent trouver un moyen de se légitimer aux yeux de leur communauté. Et c'est pour cela qu'ils se présentent comme défenseurs de la communauté. Et comme un échange de bons procédés, les gens, ou de mauvais procédés, si vous voulez, les gangs protègent leur communauté contre l'invasion d'autres gangs, et en particulier contre une menace particulière qui est le viol collectif de filles. Quand un gang débarque dans un quartier qui n'est pas le sien, l'une des premières cibles d'action de ces gangs-là, ce sont les femmes et les filles qui sont vues. Donc, la communauté va trouver une espèce d'entente avec ces organisations-là pour se protéger. Mais cela n'a pas suffi parce que le gang va également profiter de la vacuité que laisse l'État failli ou l'État faible dans ces quartiers-là en offrant des services, entre guillemets, à ces populations-là.
par exemple, les chefs de gang disent quand il y a un décès, c'est eux qui paient ou qui participent au défraiement pour les frais funéraires. La même chose pour les frais scolaires, ainsi de suite. Donc, les gangs vont s'attribuer des rôles de sécurité sociale ou de protection sociale parce que tout simplement, l'État ne remplit pas ce rôle. Donc, je reste bref, je laisse la parole aux autres, mais si vous voulez, je pourrais développer ultérieurement. Merci, merci. Merci à tous. Maintenant, je vais vous poser quelques questions du public. Plusieurs participants s'interrogent sur le rôle du journalisme dans ce contexte. Si les journalistes doivent donner la parole aux membres de gang, s'ils doivent révéler des informations sensibles. Que pensez-vous du rôle du journalisme dans cette situation? Moi, je pense que les journalistes, les rares journalistes qui s'intéressent à ces questions de façon professionnelle font un travail assez difficile. Parce que être journaliste en Haïti veut souvent dire travailler dans des conditions assez précaires, nous-mêmes ne pas avoir de couverture santé, couverture maladie ou d'assurance vie. Et on sait que c'est un sujet assez risqué. Et que c'est quand même rare que des journalistes le fassent de manière professionnelle. Les autres, ce que certains journalistes font, c'est donner la parole aux gangs, ce que j'estime être une faute grave. On n'a pas à laisser des gangs parler à la radio, à la télévision ou autre. C'est donner trop de poids à leurs paroles. Ils ont déjà des outils pour terroriser la population et faire passer pour faire ce qu'ils veulent. Donc, autant ne pas leur donner plus de plateformes pour le faire. Mais après, je pense que oui, il faut que des journalistes continuent à dénoncer, à décrire et rapporter à la population ce qui se passe, ce que font ces gangs, dans la mesure du possible. Après, il faut aussi qu'au sein de la société, il y ait un débat sur le statut des journalistes. Que gagne un journaliste sur le plan professionnel? Un journaliste qui fait un travail d'investigation risqué, qui met sa vie en danger. Est-ce que ces journalistes ont droit à une justice? Je pense à Vladimir Le Gagneur qui est porté disparu depuis plus de 2 ans, après qu'il ait été faire des photos ou faire un reportage sur les activités de gang. Il n'a pas eu justice. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui est arrivé à Vladimir Le Gagneur. Donc, les enjeux pour leur sécurité sont bel et bien présents. Et en retour, les reconnaissances sont peu nombreuses. Il n'y a pas un prix, par exemple, pour un journaliste qui fait de l'investigation en Haïti. Il n'y a pas des canaux pour valoriser ces derniers. Donc, je pense que c'est tout un travail à faire, à la fois les encourager, à la fois dénoncer ceux qui font le travail pervers, ceux qui donnent écho aux intimidations des gangs, on leur donne la parole, on leur accorde la parole. Et en même temps aussi, il faut que la société se dise comment on fait pour encadrer ceux qui font le bon travail, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger, qu'est-ce qu'on fait s'ils sont victimes pour qu'ils aient justice en fin de compte. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions pour vous. Et ici, une question très intéressante. Que pensez-vous de la collaboration existante entre l'État et ces gangs dans les quartiers populaires? J'ai en mémoire des cas où des structures étatiques rendent disponibles des services dans une communauté et délèguent la gestion aux gangs. Monsieur Edouard, s'il vous plaît. Encore une fois, merci pour cette question. Le lien entre les gangs et l'État, le lien entre la politique et le crime organisé est un lien très, très étroit en Haïti. D'abord, regardons la fabrique de l'État. Comment est-ce qu'on accède au pouvoir en Haïti? Le régime politique que l'on s'est donné est basé sur les élections comme mécanisme d'accès au poste. Sauf que si on regarde les cartes électorales du pays et si on regarde les terrains ou les territoires d'opération des gangs, on va voir, il y a, je ne me rappelle plus, je pense que c'est, il y a une organisation de la société civile qui a fait un rapport là-dessus et qui montre
comment ces deux cartes se superposent. Autrement dit, les acteurs politiques, pour accéder aux espaces où il y a un bassin électoral le plus important, déploient leurs gangs ou font la guerre des gangs pour pouvoir avoir le contrôle de ces espaces-là. Voilà, entre autres, l'une des raisons pour lesquelles le lien entre l'État et les gangs est un lien très, très étroit. Une deuxième raison, je l'ai dit, les acteurs économiques qui, par un processus d'infrapolitique, influencent les acteurs politiques, soit en finançant leurs élections, ont aussi des gangs à leur disposition. Donc, le théâtre d'opération des gangs pour les acteurs économiques va bénéficier de l'immunité du personnel politique, notamment des députés et des sénateurs qui ont été élus avec l'argent de ces acteurs économiques et avec l'influence de ces gangs et de ces groupes dans ces territoires-là. Merci. Il y a une autre question, Madame Julien, s'il vous plaît. Comment l'État peut empêcher à Facebook de ne pas publier les directs de gangs? Vous pensez que ça c'est possible et c'est une solution? C'est quelque chose d'efficace? Que pensez-vous? Malheureusement, par expérience, Facebook n'est pas trop réactif quand il s'agit de bloquer les pages, bloquer des activités qu'on juge non convenables, puis des activités qui ne devraient pas être publiées. Mais là, ça va être un petit peu difficile. Ce serait déjà aux gens, à la population, de ne pas se connecter, de ne pas essayer de suivre ce que font ces derniers. Mais il y a la curiosité naturelle, les gens vont quand même le faire. Je pense que si on arrive quand même à contenir ça sur les canaux des médias traditionnels, dits traditionnels, ce serait déjà un pas. Donc, pas de radio, pas de télé, pas de, pour les gangs. Facebook, comme je viens de vous dire, ça va être un petit peu compliqué parce que il faut qu'il y ait beaucoup de gens à dénoncer ça, à signaler la publication. Et là encore, ça prend un certain temps parce que Facebook va poser des questions et très souvent, il faut dire qu'ils n'ont pas vu le contenu. Parce que ce sont des propos, ce n'est pas forcément des images qui sont publiées, mais c'est surtout des déclarations en créole. Donc, c'est un petit peu délicat. Merci. Et je veux finir la première série des questions du public par ceci. Après vous, comment les citoyens peuvent surmonter ces difficultés et exiger que l'État assume ses responsabilités? Monsieur Edouard, s'il vous plaît. C'est une question terrible. la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on savait, je pense, on l'aurait déjà peut-être mis en œuvre. Ceci étant dit, il y a des préalables, à mon sens, qu'il faut régler. Le premier préalable, c'est la connaissance des citoyens. Quand on a un pays où on ne sait pas qui est qui, où la question de l'identité individuelle reste pendante, on a un problème. Quand on peut changer d'identité comme on veut, on a un problème. Deuxièmement, la maîtrise du territoire. Si on n'est pas capable d'avoir une bonne connaissance du territoire et d'avoir une présence de l'État partout sur le territoire, on a un deuxième problème. Et c'est pour cela que n'importe quel groupe, aujourd'hui c'est les gangs, mais avant il y avait d'autres organisations qui ont infiltré la société et qui ont causé des problèmes. Donc si on veut régler ça une fois pour toutes, il faut que l'État arrive à avoir une maîtrise du territoire, une maîtrise de l'espace, une maîtrise des frontières. Et là, j'ai nommé le cœur du problème, les frontières. Comment est-ce qu'on peut contrôler les frontières lorsque même la conception du projet du contrôle des frontières n'est pas un projet local, n'est pas un projet national, n'est pas un projet souverain, et qu'il faut toujours un financement d'un bailleur international pour nous appuyer à mettre en œuvre des institutions, à mettre en œuvre des éléments fondamentaux dans la définition de la souveraineté d'un pays.
Et puis, la dernière chose, c'est la question de l'intégration nationale. Tant aussi longtemps qu'on a des individus qui vont continuer à se percevoir comme exclus du partage des ressources et exclus des possibilités d'accéder aux espaces de pouvoir, quand on a des individus qui vont continuer à se croire exclus, à croire leurs paroles exclues dans la fabrique de la cité, on ne s'en sortira pas. Merci. Madame Douillon, que pensez-vous de ça? Bon, les citoyens font déjà de leur mieux. Les pauvres, je dis les pauvres parce que une grande partie de ces citoyens sont déjà terrorisés, n'osent même plus réagir face au risque que ça, face au risque justement. Mais je pense que l'autre chose, c'est d'agir, de faire pression sur les autorités, de s'assurer qu'on ait des autorités compétentes qui ne s'allient pas aux gangs contre la population, parce que c'est ce qui se passe une fois, déjà pour la conquête du pouvoir, pour maintenir le pouvoir, il y a une alliance qui se fait généralement entre pas combattre ces gangs parce qu'il y a vraiment des accords entre eux. Je pense que c'est à la population de faire en sorte qu'il y ait un background check de ceux-là qui prétendent pouvoir diriger le pays. Et après, c'est forcer l'État à prendre ses responsabilités, justement, parce que sinon, la population telle qu'elle est, appauvrie, terrorisée, elle ne peut pas faire grand-chose. Pour continuer, j'aimerais parler de certains acteurs ou événements qui peuvent aider à expliquer la situation actuelle. Commençons par les acteurs économiques. Nous avons parlé déjà de ce sujet. Monsieur Edouard, vous avez fait référence à ces groupes qui contrôlent qui contrôle le pouvoir dans les pays. Mais c'est possible qu'il y a une concurrence entre des nouveaux acteurs et les anciens acteurs dans des secteurs économiques tels que le pétrole et l'énergie, ou ils sont toujours les mêmes groupes qui contrôlent le pouvoir? Compétition, oui, mais ce n'est pas compétition selon les lois du marché. Au fond, c'est un peu comme si la logique économique est sortie des règles de fonctionnement de l'économie de marché pour adopter d'autres règles, et ce sont ces autres règles qui dictent le fonctionnement de cette économie. Par exemple, ce n'est pas en offrant un meilleur prix qu'au compétiteur qu'on réduit son influence ou qu'on l'affecte. C'est en détournant sa cargaison, c'est en incendiant son entreprise, et ainsi de suite. Et quand ce sont ces logiques-là qui influencent, donc on n'est plus dans une logique économique au sens classique du terme. Mais l'autre chose que j'allais dire, c'est quelque chose qui me préoccupe. Quand on entend, par exemple, combien d'argent circule dans l'industrie du kidnapping, moi, chaque fois que j'entends les sommes, je pose toujours la même question. Cet argent va où? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Mais c'est d'une certaine manière de l'argent qui, même en partie, est réinjecté dans l'économie. Par quel canal? Comment? Pour faire quoi? Et quand on commence à poser ces questions-là, on voit le lien étroit qui doit exister entre le crime organisé, entre cette industrie-là et un certain nombre d'acteurs économiques. N'ayant pas les données objectives, je vais m'arrêter là et formuler ça à titre d'hypothèse. Mais on gagnerait beaucoup dans la société haïtienne à faire une espèce d'analyse de cette économie criminelle pour comprendre tout le flux financier qui s'y trouve et pour comprendre le lien, j'ai presque envie de dire, symbiotique qu'il y a entre ces industries-là criminelles et l'économie réelle ou l'économie formelle. Okay. Merci, très intéressant. Et Madame Douillon, il ne fait aucun doute que le tremblement de terre a marqué Haïti. D'après vous, y a-t-il un lien entre les tremblements de terre et la multiplication des groupes armés? Quel est votre point de vue sur ça?
J'ai pas des données, des faits pour dire avec précision et fermeté qu'il y a un lien, mais entre le tremblement de terre et la prolifération des gangs armés, mais le fait est que le tremblement de terre a quand même déstabilisé le pays, a quand même laissé dans la rue une grande partie de la population qui fait à Port-au-Prince. Port-au-Prince, qui est ce qu'elle est, c'est la ville où les gens viennent gagner leur vie. Et quand Port-au-Prince est touché, les gens qui sont touchés sont majoritairement ceux qui sont là pour trouver des opportunités. Il y en a eu beaucoup moins après le séisme. Cela pourrait expliquer que dû à la précarité, il y aurait eu des gens à s'intéresser à rejoindre le rang de certains gangs et pratiquer des activités illicites. C'est une probabilité, c'est une possibilité. Mais après, ce qui s'est passé aussi après le tremblement de terre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent en circulation en Haïti. Beaucoup d'opportunités sont venues après dans les tentatives de reconstruction. Et comme on l'a vu pour les autres secteurs, c'est pareil. Fallait maintenir son emprise sur certains secteurs. Fallait contrôler certaines opportunités. Donc, cela pourrait même expliquer qu'il y ait eu quand même un renforcement de certains gangs parce que c'est un moyen de pression la personne qui contrôle les gangs peut vraiment contrôler beaucoup d'opportunités. Et le pouvoir aussi, hein, c'est directement lié. Pour gagner les élections, on utilise parfois les gangs en Haïti. Donc, et après le séisme, il y avait tous ces enjeux électoraux, enjeux économiques, l'aide qui devait circuler sur le territoire et tout. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il y a un rapport entre ces deux, les effectifs qui ont diminué au sein de la police nationale aussi. Et après, un petit peu de la mentalité, le changement qu'il y avait, je dois dire qu'après le séisme, moi-même, j'habitais à Port-au-Prince avant. Je suis revenue après, quelques années après. J'ai quand même pu observer un changement dans la mentalité. Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'expats, beaucoup d'argent, et le fait que les gens venaient de vivre une catastrophe de cette taille, il y avait quand même cette envie de vivre, de dépenser. Et avec la circulation d'argent, les compétences caribéennes aussi étaient dépensées à cette époque. Les possibilités de blanchiment et tout, les conditions étaient réunies quand même pour qu'il y ait une augmentation du nombre de gangs, une augmentation de la criminalité, une hausse de la criminalité, entre autres. Oui, merci. Un autre acteur déterminant de la réalité haïtienne est l'ONU. Considérez-vous que la forte présence de l'ONU dans les pays représente un soutien pour les autorités ou au contraire est un autre facteur d'instabilité? Monsieur Edouard aussi, que pensez-vous? La présence de l'ONU, est-ce que c'est un soutien pour le gouvernement ou bien est-ce que c'est un facteur d'instabilité? La réponse dépend de l'endroit où on se trouve. Si on est plus proche du pouvoir, c'est certain qu'on va dire que c'est un soutien pour le gouvernement. Mais je pense que c'est le seul endroit où on va avoir une réponse affirmative à cette question. Et il y a quelque chose qui est très clair. Je remonterai à la mission de la MINUSTAH dans le contexte des années 2000, je pense 2004, où, comme le mot le disait, on attendait de cette mission la stabilisation du pays. Force est de reconnaître aujourd'hui, et eux-mêmes, ils sont d'accord, il y a plein de rapports qui l'attestent, le pays est tout sauf stabilisé. Ils ont mis en place un certain nombre d'initiatives et de projets, notamment de réduction de la violence communautaire. Certains rapports font état de résultats mitigés. Mais quelque chose est très clair. La violence n'a pas été réduite en Haïti. Ils ont mis en place des programmes de démantèlement, de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale. On n'a jamais eu autant d'armes dans le pays. On n'a jamais eu autant de groupes armés dans le pays. Et
les membres de ces groupes-là, s'ils ont été insérés, ils ont été insérés davantage dans la criminalité. Okay. Donc, si on parle juste sur ces principes-là, quelque chose est très clair, que l'ONU n'a pas fait en Haïti ce qu'il prétendait faire ou ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire. Après tant d'argent dépensé, après tant d'efforts déployés, et puis, nous ne l'oublions pas, après tant de morts, morts dans le cadre du choléra, morts dans le cadre des opérations, notamment de la MINUSTAH dans un certain nombre de quartiers, en particulier à Cité-Soleil, morts dans d'autres quartiers populaires du pays, parce qu'il fallait neutraliser certains groupes. Mais le résultat final reste le même. On a un pays plus instable que jamais. Bon, je veux inclure ici une question très populaire entre le public pour les deux panélistes. C'est comment peut-on résoudre les problèmes des gangs en Haïti sans faire usage de la force et faciliter leur intégration dans la société? Madame Douillon, que pensez-vous? Je ne suis pas spécialiste en sécurité publique, donc je ne vais pas définir des stratégies ici, mais ce que je peux dire, c'est que dans le passé, il y a déjà eu des campagnes qui ont apporté des résultats, des campagnes de désarmement, par exemple, et je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui encore de faire face à cette situation en évitant le plus que possible de faire des morts et des victimes, toujours des victimes dans le cas des innocents. Je pense qu'il faut aussi, en même temps qu'on pense comment combattre la violence des gangs, comment aussi prévenir que des jeunes intègres rejoignent le rang de ces gangs armés. Je pense que c'est à la fois, il faut aussi qu'il y ait la sensibilisation et la prévention, en même temps qu'il faudra trouver des moyens de lutter contre ces gangs. Pour moi, ça existe, ça se fait ailleurs, ça c'est déjà fait en Haïti. On n'a pas toujours eu cette situation, on a déjà eu des hausses du niveau de criminalité lié aux gangs et on a réussi à contenir ça dans le passé. Je pense que c'est tout à fait possible et les gens qui sont responsables le savent. Il faut juste qu'il y ait cette volonté politique de le faire. Et que pensez-vous de la Genève? Parce que ça c'est, ils ont essayé de faire comme une fédération, une union pour négocier peut-être avec les gangs, mais ça n'a marché pas, non? Je pense que c'est une tentative qui a échoué. Déjà, leur demander de se regrouper, ce genre de travail qui, j'imagine, se fait ailleurs pour combattre les gangs, pour avoir un canal, ça ne se ferait pas publiquement comme ça. Au contraire, ce qui s'est passé, ils ont renforcé ces gangs, ils ont renforcé la perception de force, de puissance que la population a de ces corps et ils ont un petit peu minimisé les policiers, les forces de l'ordre, même l'État face à ces gangs. Je pense que ça a eu l'effet inverse. Je ne pense pas que c'était la bonne façon de procéder, mais c'est vraiment, c'est parti dans tous les sens. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il existe un G9 puissant, mais des mois après, rien n'est fait, aucun moyen, ils n'ont pas contrôlé G9, ils n'ont pas limité les activités de G9. G9 est puissant en ce moment et c'est tout ce qu'on a comme résultat. Avant, ils étaient peut-être éparpillés, maintenant, ils se sont regroupés, ils sont forts. Et l'État, qu'est-ce que l'État gagne dans tout ça? Qu'est-ce que la population gagne dans tout ça? Qu'est-ce qui a changé dans les conditions de vie de la population par rapport à ce groupe? Rien. Monsieur Edouard, que pensez-vous de ça? Quelle solution on peut utiliser pour cette situation et que pensez-vous de la Genève? Disons que l'aspect recommandation ou programmation, ce n'est pas ma force.
Ma force, c'est plutôt les analyses. Je ferai quelques indications programmatiques à tout le moins. Quand on comprend les dynamiques, quand on comprend les déterminants, on voit qu'il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on peut agir. Haïti ne fabrique pas d'armes. Il n'y a pas de gang sans armes. Il n'y a pas de gang sans munitions. Donc, il me semble qu'un premier levier d'action, c'est l'approvisionnement en armes et en munitions. Si on est sérieux, il faut arrêter cet écoulement, quoi. Il faut arrêter cet approvisionnement. La deuxième chose, il faut éviter un amalgame. Et ça, c'est le deuxième levier. Tous les groupes armés dans le pays sont réputés être des gangs. Un travail, peut-être, de la DCPJ pourrait amener à distinguer les types d'organisations ou les types de groupes armés pour voir ceux qui versent dans les crimes de sang et ceux qui ne le font pas. Pour les groupes qui versent dans les crimes de sang, je suis désolé, la loi doit être une pour tous. On peut bien faire la promotion du désarmement, de programmes de réinsertion, mais on n'aura jamais de cohésion sociale quand la population va continuer à fréquenter les gens qui ont assassiné le père, la mère, la sœur, qui ont violé la sœur ou la mère. Donc, l'impunité fait partie de la solution. On ne peut pas mettre l'impunité, alors l'impunité fait partie de la solution. Disons, la punition, la sanction des crimes fait partie de la solution. On ne peut pas faire, sous prétexte de réconciliation, promotion de l'impunité. Troisième chose que je dirais toujours dans la perspective des solutions, il y a un deuxième amalgame que l'on fait entre pauvreté et gang. Rien n'est plus faux. Il est vrai qu'un certain nombre d'individus ayant été soit au chômage ou n'ayant pas de revenus ou un faible revenu font partie des gangs. Mais l'économie des gangs n'a rien à voir avec l'économie de ces individus-là. Et qu'un individu qui est capable de faire 40 000, 50 000 dollars avec le rapt d'une seule personne, je ne vois pas qu'est-ce que vous allez vous lui proposer comme programme de réinsertion sociale pour que cet individu abandonne son entreprise lucrative et devenir, je ne sais pas, tailleur, chauffeur, informaticien. Donc, il y a un certain nombre d'amalgames qu'il faut éviter. Il faut faire la part des choses. Il n'y a pas de solution toute faite à arriver à appliquer. Et il y a des leviers d'action à identifier et à agir au cas par cas, comme je l'ai dit, en fonction des groupes, en fonction de leur typologie. Merci. Merci. Notre dialogue touche bientôt à sa fin et en guise d'introduction et de conclusion, pardon, je vais poser une dernière question sur le rôle de l'État qui, comme nous l'avons vu, est fondamental pour comprendre le phénomène de l'insécurité en Haïti. L'un des grands défis du pays est de créer un État capable de gérer ses ressources pour fournir des services de base à ses citoyens, tels que la santé, l'éducation, l'emploi, la mobilité. Pourquoi, d'après vous, pourquoi cela n'a-t-il pas été possible, Madame Touillon? D'accord, merci. C'est vrai que l'État a des ressources limitées, mais aussi il y a beaucoup de gaspillage au niveau de l'État et la corruption qu'on dénonce activement depuis plusieurs années en Haïti est un fléau. Ce qui se passe, l'argent d'État, l'argent qui aurait dû être alloué au ministère qui en retour devrait servir la population, garantir l'accès à l'éducation gratuite au niveau du primaire, les soins de santé, etc. Cet argent est détourné pour satisfaire les besoins personnels des dirigeants, de ceux qui se livrent au détournement des fonds publics. Donc, c'est un problème de ressources aussi. Et c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de volonté que, même si ces sociétés corrompues, s'il y avait au moins un minimum
au moins, ces gens voulaient au moins au moins servir un tout petit peu cette population, ils auraient fait plus que ce qu'ils font en ce moment. C'est que ce qu'on observe, c'est vraiment une déchéance, c'est que l'État est maintenant qu'un outil pour l'enrichissement personnel et que l'État est vu comme un levier. Justement, si on prend le Parlement, c'est plus un endroit où les gens vont voter des lois qui sont au bénéfice de la population, mais c'est comme un refuge pour des gens qui ont des dossiers, qui ont des histoires lourdes, qui ont peur de la justice, ils y vont pour l'immunité parlementaire. Donc, ce qu'on a, c'est le state capture, c'est vraiment ces gens, il n'y a aucune vision du citoyen, de la place du citoyen, des besoins du citoyen dans ce mode de gouvernance qu'on a. Merci. Et Monsieur Edouard, que pensez-vous de ça? Vous êtes d'accord? Que pensez-vous? Je suis tout à fait du même avis que Mme Douillon. L'État haïtien s'est constitué contre la nation haïtienne, contre la population haïtienne. Et les modes d'expression de cet État-là, les différents appareils de l'État fonctionnent selon une logique qui est celle de l'État néo-sultaliste. Donc, l'État, c'est choix le papa. L'État, c'est ce qui nous permet de nous enrichir. Et donc, tout ce qui est mis en place dans la définition et dans le fonctionnement de l'État, dans l'organisation de l'État, se fait dans cette logique-là. Je le disais tantôt, peu importe la sphère de pouvoir que vous prenez en Haïti, l'enjeu reste les avantages et les privilèges. Les avantages du poste ou les privilèges qui sont associés au poste. Et c'est à ça que sert l'État. Et la population arrive loin derrière. On pense à la population à chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois qu'il faut renouveler ce personnel politique. Et le meilleur contrat que la population a pu trouver avec ces gens-là, c'est un échange de 1000 gouttes contre un vote. Donc, tant aussi longtemps qu'on va continuer à avoir ce modèle d'État-là qui se déploie, quand on va continuer à avoir une population qui va continuer à avoir des revendications qui restent dans les oubliettes, ben, ça ne changera pas. Mm-hmm. Okay. Il y a une dernière question du public que je pense que c'est intéressante. Je ne sais pas qui veut répondre. C'est existe-t-il des liens entre les gangs en Haïti et des réseaux internationaux ou des cartels tels que Jalisco ou similaires? Que pensez-vous? Quelle est votre opinion? Je ne parlerai pas de réseau particulier, mais il y a plusieurs rapports qui font état de liens très étroits entre les membres de certains gangs et des déportés pour crimes, et notamment pour crimes transnationaux dans le pays, en provenance notamment d'Amérique du Nord, que ce soit des États-Unis, que ce soit du Canada. Et ces rapports montrent à quel point ces déportations nourrissent et renforcent les groupes criminels en Haïti et alimentent différents réseaux de crimes organisés, que ce soit pour le trafic d'armes, que ce soit pour le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent, et puis plus récemment, la traite des personnes. Mm-hmm. Madame Douillon, voulez-vous dire quelque chose additionnel de ce sujet? Non, je pense qu'il y a quand même des liens. Déjà, il y a le réseau de trafic de drogue de la Caraïbe, l'Amérique latine, même pas l'Amérique latine, l'Amérique en général. C'est fort probable qu'il y ait des liens, mais vraiment, comme l'a mentionné M. Edouard, et je pense que oui, il y a beaucoup de déportés et il y a quand même des liens, mais sinon, c'est tout. Mm-hmm. C'est tout ce que ça dit. Bon, merci. Et pour terminer, nous aimerions savoir brièvement quelle est la réflexion finale des panélistes, peut-être des solutions, des idées, ce que vous voulez dire. Bon, Madame Douillon,
quelle est votre réflexion, s'il vous plaît? Déjà, je vous remercie et je vous félicite d'avoir organisé ce dialogue parce que la question de sécurité est extrêmement importante et c'est nécessaire qu'on en parle. C'est nécessaire qu'il y ait des actions qui soient posées pour combattre ce fléau parce que ce qui se passe, ça cause tellement de tort à la population sur le plan économique, sur le plan politique. Maintenant, les gangs ont beaucoup plus d'influence sur le choix des dirigeants que nous autres qui sommes appelés à voter parce qu'ils peuvent décider de notre droit, de notre capacité à voter ou non dans certains endroits. Les entrepreneurs qu'on a, les produits qu'on a, la qualité de service qu'on a dépend aussi de ces derniers parce qu'ils renforcent certains acteurs économiques au détriment d'autres. Il n'y a pas la compétition saine qui doit exister au sein de l'économie. Donc, on paie plus cher pour des services parce qu'il y a une situation de monopole. Notre épanouissement en tant que citoyen, santé, etc., ça se détériore. Pourquoi? On vit dans la peur, on vit dans l'incertitude. Et récemment, avec les kidnappings, on voit comment la classe moyenne est en train d'être décapitalisée. Pas seulement la classe moyenne, même les pauvres, on les kidnappe aussi. Donc, autant de conséquences que ça a sur nous, en tant que citoyens, sur le pays, sur les régions. Et c'est extrêmement important qu'on en parle. C'est d'autant plus important qu'on agisse pour contrer ça. Et je pense que qu'on a fait aujourd'hui, ce que font les journalistes qui abordent ce sujet est d'extrême importance. Et j'espère que ceux qui ont écouté, ceux qui vont écouter après, vont prendre conscience de l'importance du sujet, des enjeux et agir en conséquence. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Monsieur Edouard, quelle est votre réflexion, s'il vous plaît? Tout d'abord, ma première réflexion, c'est un remerciement à vous d'avoir organisé ce dialogue, de m'avoir permis d'échanger avec Madame Julien et Madame Douillon, que j'ai le bonheur soit de lire ou d'écouter à l'occasion. Le sujet dont nous avons discuté, qui est celui de l'insécurité en Haïti, indique clairement que le pays est aux abois et que les conséquences ne concernent pas seulement Haïti ou la population haïtienne, les conséquences concernent aussi la région, concernent aussi le monde jusqu'à un certain point. La situation est grave dans la mesure où n'importe quel individu aujourd'hui, il y a une espèce de démocratisation de la terreur. N'importe quel individu en Haïti aujourd'hui vit dans la crainte, dans la peur d'être victime d'un aspect ou d'un autre de l'insécurité. Et moi, j'ai une attention particulière pour les jeunes et pour les enfants. Parce que sitôt qu'ils sont nés ou qu'ils commencent à grandir, qu'ils sont obligés de plonger dans la vie d'adulte parce que la gestion du quotidien les amène à un train de vie, les amène à des pratiques de comportement et des préoccupations qui ne sont pas des préoccupations de jeunes, d'adolescents ou d'enfants. J'ai une attention particulière pour les femmes qui, la plupart du temps, servent de butin dans cette espèce de compétition pour le pouvoir ou pour l'argent. Une attention particulière pour les jeunes hommes dont les corps sont livrés en pâture, toujours pour assouvir la soif du pouvoir ou la soif d'argent de quelques individus. Mais malgré tous ces problèmes, je vois une opportunité de changement en profondeur aussi dans le pays. Jamais les problèmes majeurs du pays n'ont été aussi évidents pour tout le monde. Et jamais une opportunité d'une vraie relève, jamais une opportunité d'un vrai changement n'a été aussi proche de nous. Et je garde cet espoir que, comme on aime dire en Haïti, quand il fait très très noir, c'est que le soleil est à l'horizon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un espoir pour toute la région parce que c'est certainement un problème qui affecte toute l'Amérique latine. Bon,
Nous avons terminé ce dialogue. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à cette question très complexe pour les citoyens haïtiens. Nous remercions spécialement Madame Julien et nous sommes très désolés d'avoir perdu la connexion, mais nous espérons l'avoir dans un futur événement sur Haïti. Et bien sûr, merci beaucoup pour Madame Julien et Monsieur Edouard et pour tout le monde qui est présent ici. Nous espérons vous avoir au prochain événement Connectas où nous continuerons d'analyser la réalité de notre région. Merci et au revoir.